Droits et devoirs du citoyen, une émission de Radio Lomé. Le monde entier se souvient une fois encore de la journée du 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Et pour parler des actions du CACIT et des contours de la torture, nous recevons M. Marcus Daclar. Il est le responsable du département de protection des droits humains au CACIT, le collectif des actions contre l'impunité et la torture. Bonjour M. Marcus Daclar. Bonjour Nicaise. Et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin dans notre studio. Oui, le plaisir est partagé. Je vous remercie pour l'invitation. La collaboration technique est assurée par Rodolphe Akare. Je m'appelle Nicaise Topa. Bienvenue à vous tous. Radio Lomé, Monsieur Marcus, je le disais, pourquoi une journée de soutien aux victimes de la torture? Oui, la journée de soutien aux victimes de la torture est instaurée par les Nations Unies et par la résolution 52/189 qui est adoptée le 12 décembre 1997 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et cela a été proclamé le 26 juin, et cette journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Ceci a été proclamé en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur depuis le 26 juin 1987. Donc, cette journée du 26 juin, qui est commémorée par les Nations Unies et toutes les parties prenantes, est l'occasion de faire appel à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont impliqués dans la prévention de la torture, y compris les États membres des Nations Unies, la société civile, les individus, à travers tout le monde entier, de s'unir et de soutenir des centaines de milliers de personnes qui ont été victimes de torture ou qui sont encore victimes de torture. En fait, c'est une journée de soutien et en même temps de souvenir. De souvenir, exactement. Voilà. Monsieur Daclar, qu'est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que la torture? Oui, la torture, c'est l'une des infractions qui est élevée au rang de crime contre l'humanité. Et cela est prévu par la Convention contre la torture en son article 1er. Et cela a été repris par le Code pénal du Togo à son article 198 et autres. Donc, quand vous voyez l'article 198 du Code pénal du Togo, il a repris textuellement l'article 1er de la Convention des Nations Unies où il désigne le terme torture par tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne au fait notamment d'obtenir ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, ou d'intimider ou de faire pression sur elle ou de discrimination, quelle qu'elle soit. Donc, lorsque de telles auteurs ou bien de telles douleurs ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, ça c'est très important, c'est-à-dire un agent qui est investi de la prérogative de la puissance publique. Voilà. Donc, c'est très important. Ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation, c'est-à-dire s'il lui donne des ordres. Voilà. Donc, ou avec son consentement express ou tacite. C'est-à-dire que si l'agent qui est investi de la puissance publique sait ou ne sait pas, ou bien sous son regard silencieux. Donc, vous voyez, ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Donc, ce qu'il faut retenir en termes de la définition de la torture, c'est des souffrances aiguës, des douleurs aiguës physiques ou mentales qui sont faites en vue d'obtenir des aveux ou bien de punir quelqu'un. Et cela doit se faire par une personne publique ou bien une personne publique qui a donné des ordres à son subordonné, par exemple, ou bien quelqu'un qui pose des actes de torture devant une personne publique qui ne fait pas d'action, ou bien qui sait. C'est pourquoi on a dit d'une manière tacite ou expresse.
C'est ces pratiques-là que la Convention première de l'article a essayé de définir. Cela a été repris par l'article 198 du Code pénal du Togo. Par rapport à cette définition et aux lois qui existent, par exemple, le droit international interdit sans équivoque la torture en toutes circonstances, mais cette pratique persiste encore dans de nombreux pays. Oui, le droit international l'a interdit systématiquement. Et déjà, si nous prenons par exemple l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet article 5-là dit nul ne peut être soumis à la torture. Vous voyez, c'est une interdiction formelle. Et aussi la Convention première, la Convention contre la torture après l'article 1er, l'article 2 et autres qui ont suivi en même temps, on dit que nul ne pourra être soumis à la torture, quelle que soit la circonstance. Même si la personne est soupçonnée d'être djihadiste, pour obtenir des aveux, l'État ne doit pas procéder par la torture. Il faut aller par des moyens réguliers, quoi. Exactement. Il y a d'autres méthodes et actuellement, il y a les principes Mendez qui sont élaborés récemment, qui sont utiles ou bien qui pourront être utilisés lors des enquêtes par les OPJ. Ou bien les agents de l'application de la loi, les magistrats et les OPJ et tout. Donc, la torture est systématiquement et absolument interdite par les Nations Unies, quelles que soient les circonstances. Voilà. Est-ce que les défenseurs des droits humains que vous êtes au CACIT et les personnes rescapées de la torture partout dans le monde saisissent l'occasion de cette journée pour s'élever contre le déni abject de la dignité humaine? Oui, je pense que cette journée est une belle occasion pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, parce que ça nous permet de pouvoir rappeler à l'humanité cet acte abject qui diminue complètement l'homme, et qui l'avilit et qui le ramène à une position animale. Et donc, les ONG, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, les INDH, les Nations Unies avec leur bureau et tout, ils déballent des actions partout dans le monde, par des sensibilisations, par exemple, des éducations, des renforcements de capacités, la vulgarisation des outils sur la pratique de la torture, ou bien en convoquant les survivants de la torture, ceux qui ont déjà subi la pratique de la torture, en les convoquant et en les faisant parler pour pouvoir sensibiliser les auteurs de la torture ou bien les tortionneurs à être découragés par rapport à cette pratique de la torture. Donc, il y a par exemple plusieurs actions qui sont faites partout dans le monde, dont je viens de citer quelques-uns. Il y a l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT par exemple, qui célèbre souvent la nuit des survivants de la torture chaque année. Et à part ça, il y a les Nations Unies avec leur bureau aussi qui s'organisent. Il y a l'Organisation mondiale contre la torture, l'Association pour la prévention de la torture, et au plan national, par exemple, la CNDH aussi qui célèbre cette journée. Et au niveau du CACIT aussi, nous avons l'habitude de convoquer les gens à qui on a eu à faire des assistances parce qu'ils ont eu à subir des tortures. On discute avec eux, on voit le niveau mental où ils sont. Et s'il faut renforcer certaines choses, on les fait. Et on les fait parler pour que ceux qui n'ont jamais vécu cette pratique sachent que ça existe et prendre des dispositions pour les éviter. Alors, il faut nous souvenir des victimes, c'est vrai. Il faut également les soutenir à l'occasion de cette journée. En faisant quoi d'autre, par exemple? Oui, par exemple, à part ce que vous avez cité, je pense que s'il y a des survivances de torture et que ces survivants de torture, par exemple, n'ont pas encore eu à être complètement réadaptés dans la société ou bien réintégrés dans la société, par exemple, parce que quand quelqu'un subit la torture, il faut qu'on cherche l'auteur. Il faut qu'il soit traduit devant les juridictions et que cette personne soit punie. Une personne qui est victime de torture, si elle voit encore son bourreau circuler librement dans la circulation et que rien n'est fait, même si on lui donne les tonnes d'argent ou bien on l'indemnise, le mal ne finit jamais. On doit aller jusqu'au niveau de la saisine des mécanismes judiciaires pour que la personne soit reconnue coupable et qu'il soit puni conformément à la loi en vigueur dans le pays dans lequel nous sommes. Dans le cas de notre espèce, au Togo par exemple, il y a des survivants de torture. Donc, pour que l'impunité ne soit pas loi dans la cité, il faut traduire les auteurs devant les juridictions, mener les enquêtes et situer les responsabilités. Voilà. En fait, quelles sont les conséquences de la torture sur la psychologie des torturés?
Oui, psychologiquement, comme nous venons de le dire, la torture a d'énormes conséquences. Elle peut engendrer pour la victime, par exemple, des troubles psychiques et des troubles psychologiques, la perte de confiance en soi. Elle peut engendrer aussi, par exemple, la peur permanente de l'agent de l'application, de la loi, ou bien de l'agent des forces de l'ordre et de la sécurité, par exemple. Par exemple, pour nous, notre cas, ceux-là qui sont des victimes dans notre base de données, qui ont subi la torture, par exemple, quand vous appelez souvent le nom des agents devant certaines personnes, ils tremblent. Tu vois la peur permanente en eux. Et quand tu leur demandes, est-ce que quand vous êtes en contact avec les agents de l'application de la loi, comment vous faites? Ils disent non, on a peur, on ne veut plus les voir parce qu'il y a une phobie qui se dégage. Donc vous allez voir que mentalement, la personne n'est plus maître de ses facultés mentales. Et aussi physiquement, c'est des gens qui sont complètement diminués. Et sur le plan professionnel, ils perdent toute capacité d'exercer. Vous voyez? Et ce qui est encore plus grave, du moment où il n'y a pas encore des réparations, c'est des gens qui vivent toujours dans l'attente et ils sont souvent victimes de plusieurs maladies qui surviennent à la fin. Pour que les victimes de torture se guérissent, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de dépenses. Alors, quel accompagnement vous apportez aux victimes de la torture? Oui, au niveau du CACIT, nous avons plusieurs projets pour accompagner les victimes de torture. Par exemple, nous bénéficions du fonds de soutien volontaire des victimes de torture des Nations Unies, par exemple, où nous déballons 4 types d'assistance. Il y a l'assistance juridique et judiciaire, qui consiste au dépôt de plaintes et aux saisines des mécanismes juridictionnels au plan national et international et régional. Il y a l'assistance psychologique. Nous avons fait une convention avec un centre psychologique, un docteur qui est en même temps aussi professeur. Il est psychologue. Et nous avons aussi une convention avec un centre médical où toute personne qui allègue être victime de torture, quand il saisit le CACIT, nous le dirigeons vers là et nous lui offrons gratuitement l'assistance psychomédicale pour pouvoir les aider à atténuer leur souffrance, que ce soit physique ou mentale. Et après ça, pour pouvoir les aider à réintégrer la société à vivre ce que nous appelons la réhabilitation ou bien la réadaptation. Donc, nous leur offrons une assistance sociale. Je peux dire jusqu'alors qu'on a au moins dans notre vivier au moins plus de 1000 personnes déjà à qui on a offert de l'assistance sociale et pour pouvoir être complètement intégrés et reprendre leur profession. Des fois, la plupart des victimes de torture que nous assistons n'arrivent plus à travailler parce qu'ils n'ont plus trop la force physique. Et nous assistons souvent leurs femmes et nous offrons à chaque année scolaire, début de la rentrée scolaire, des kits didactiques, le fourniture et le paiement partiel des frais de scolarité à leurs enfants. Et dans les lieux de détention aussi, puisque la torture souvent a des rime avec les mauvais traitements. Nous assistons les personnes qui subissent les mauvais traitements dus aux mauvaises conditions de détention aussi, en leur offrant les mêmes types d'assistance. Si les faits sont avérés et que nous savons que la santé d'un détenu est due aux mauvaises conditions de détention, nous déballons tous ces types d'assistance à son endroit pour qu'ils puissent reprendre calmement leur activité. Mais ces derniers moments, avec l'avènement du mécanisme national de prévention de torture logé au sein de la CNDH, ça fait 5 ans bientôt, nous travaillons beaucoup plus sur la prévention avec des sensibilisations aussi. Donc c'est tout un tas d'activités qui sont déballées pour informer, éduquer et s'informer par rapport à cette pratique abjecte de la torture. Ce qui veut dire que vous visitez régulièrement les lieux de détention pour voir l'état des lieux. Oui, nous visitons régulièrement. Il n'y a pas de semaine où le CACIT ne visite les prisons au moins 2-3 fois. Quels sont les actes posés par le CACIT pour faire cesser la torture? Oui, les actes que nous posons sont nombreux. Et comme je l'avais dit, entre autres, par exemple, déjà les visites de prison ou bien les visites des lieux de détention constituent déjà un acte dissuasif plutôt qui permet aux personnes chargées d'application de la loi d'être découragées, de savoir qu'il y a un regard extérieur qui les voit. Donc, à part ça, nous faisons les séances d'écoute à l'endroit des détenus et ceux qui ont des dossiers problématiques au niveau des juridictions.
nous visitons les juges, nous discutons avec eux sur les dossiers des détenus qui n'ont pas de conseil. Nous essayons de leur rédiger des lettres de demande d'assistance, des lettres de demande d'audience, de liberté provisoire et de liberté conditionnelle. Nous les formons essentiellement sur les droits de l'homme, les éléments, les fondamentaux en droits de l'homme, sur les différentes infractions prévues par le Code pénal et les implications. Nous les formons aussi sur les droits et les devoirs des détenus, sur l'entrepreneuriat, par exemple, la gestion des activités génératives de revenus. Cela est fait pour préparer la réinsertion des détenus, par exemple. Et chaque année, nous essayons de leur offrir de la réinsertion pour pouvoir se réinsérer professionnellement. Par exemple, cette année, on a assisté 10 détenus, parce que ça demande beaucoup de moyens, la réinsertion. Il faut avoir les moyens pour les aider à avoir une réinsertion pleine. Donc, on a assisté 10 détenus, dont près de 6 femmes dedans, et dans différentes prisons du Togo. L'année dernière, on avait assisté à 5 personnes en termes de réinsertion. Et là, déjà, nous sommes en train de développer une ferme agro-pastorale actuellement vers Notien. La ferme n'est pas encore habitée par les personnes détenues. Nous mettons en place toutes les structures pour que ça soit complètement habité. Et ça va les aider à passer un temps et de s'occuper. Il y a l'élevage, l'agriculture, tout et tout. Docteurs, psychologues et le généraliste aussi sont là à aider les gens à se faire soigner en cas de maladie. Et aussi, nous avons une convention aussi avec certaines pharmacies de la place où nous payons gratuitement les produits pharmaceutiques aux détenus malades et surtout ceux qui sont au cabanon. Et je peux vous dire que le nombre de médicaments qu'on paie par année est très, 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 très élevé et on ne pourra pas totalement les estimer. Même si nos actions sont souvent aussi perçues comme une goutte d'eau dans la mer et ça contribue énormément à soulager beaucoup de détenus. Et nous avons plein de témoignages venant de ces personnes vulnérables-là que nous avons assisté, que nous continuons par assister, que nous allons assister pour toujours tant que le CACIT existe. Alors, M. Marcus Dacla, je rappelle que vous êtes le responsable du département de protection des droits humains au CACIT. Quelles sont vos relations avec les institutions de la République, notamment l'État d'abord, ensuite les autres associations de défense des droits de l'homme? Le CACIT est l'une des organisations qui arrive à concilier son rôle de soutien et d'action en parallèle avec nos autorités togolaises, les institutions par exemple. Au niveau du CACIT, nous sommes membres de la PLUSIA, de la commission mise en place par la PLUSIA pour traiter sur les cas de corruption. Nous sommes aussi membres de plusieurs cadres de discussion avec l'État. Par exemple, il y a le cadre il y a des cadres mis en place par le ministère des Droits de l'Homme, le ministère de la Justice, qui fonctionnaient beaucoup entre-temps. Mais bon, à cause de la Covid, tout est mis en berne. Mais nous avons aussi une très bonne relation avec le ministère de la Justice, le garde des Sceaux, qui nous ouvre souvent ses portes lors des grandes plaidoyers quand nous faisons des missions internationales. Nous avons une très bonne relation avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, où nous faisons beaucoup de plaidoyers sur la prévention de la torture, l'utilisation excessive de la force, et si je vais m'arrêter là-bas, et aussi le ministère des Droits de l'Homme, naturellement, notre ministère de tutelle. Nous avons une très bonne relation avec tous les ministres qui sont passés, et aussi au niveau de la CNDH, qui est une république, qui est une institution de la République. Ça fait plus de 4-5 ans où nous menons un projet conjoint sur la prévention de la torture financé par les fonds OPCAT, où nous menons ensemble plusieurs activités. Si vous voyez dans le rapport annuel de la CNDH depuis 2019 jusqu'à maintenant, le CACIT mène toujours des actions en collaboration avec cette institution de la République. Donc, cela nous aide à être très vus et à pouvoir implémenter nos actions. Maintenant, avec nos collègues de la société civile, nous sommes toujours avant-gardistes au niveau de la société civile et j'avoue que nous avons plusieurs plateformes de discussion, plusieurs plateformes de travail en commun et nous avons des collaborations que nous faisons. Par exemple, les dernières élections, par exemple, on l'a fait avec plusieurs organisations de la société civile. On a observé les élections avec la FETAF, par exemple, et avec le JFD2, avec la NADAF, la nouvelle alternative du développement intégral, par exemple, pour l'Afrique. Et il y a le CERDI aussi, qui est une organisation qui travaille dans les desks. Et aussi, nous avons travaillé aussi avec ULDAF. Outre ces organisations, travaillons aussi avec d'autres organisations de
de journalistes aussi, où nous menons des projets en commun pour la protection des journalistes en danger à cause de l'exercice de leur profession, où je peux vous dire qu'on a assisté déjà au niveau juridique et judiciaire près de 40 journalistes depuis 2021 jusqu'à maintenant. Donc, si je veux citer toutes les actions que nous faisons, nous n'allons pas partir. C'est beaucoup d'actions et si vous venez au CACIT, vous allez être plus au parfum de comment nous travaillons en collaboration avec plusieurs acteurs pour la défense des droits humains. Merci beaucoup, M. Marcus Dacla. En matière de défis, quels sont les défis qui s'offrent au CACIT pour un monde sans torture où une telle violation est impossible? Oui, les défis qui s'offrent au CACIT ou bien les défis que traverse le CACIT pour un monde sans violation en matière de torture sont persistants et un peu énormes. Par exemple, si nous venons au niveau de notre pays, le Togo, que nous aimons tant, et sur le plan textuel, si je vais dire, tous les instruments sont déjà mis en place par le Togo, mais nous vivons depuis toujours un phénomène de la non-actualisation du Code de procédure pénale, qui est un réel défi au plan juridique, où le Code de procédure pénale du Togo est complètement désuet. Ce n'est plus conforme au Code pénal. Même actuellement, le Code pénal même est en réécriture. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Code pénal aussi n'avait pas pris en compte. Donc, il y a un problème textuel, un problème légal, de cadre légal qui est posé là-bas. Et nous travaillons beaucoup que ce défi soit relevé et que les juges puissent avoir de la matière à travailler. L'autre défi aussi, c'est les conditions de détention, qui ne sont que des conséquences, qui ont des conséquences en matière de mauvais traitement et que des fois, au niveau des lieux de garde à vue, les gens continuent toujours pas à alléguer qu'ils sont torturés. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont allégué qu'ils sont torturés, mais il n'y a aucune enquête qui soit clôturée, finisse définitivement, pour que les gens soient situés. Et nous avons fait des plaidoyers pour avoir un tribunal militaire, justement parce que plusieurs agents des forces de l'ordre sont cités dans des cas de torture, mais jusqu'alors, ce tribunal n'a pas encore ouvert une audience spécifiquement pour les cas de torture avérés, où plusieurs plaintes sont déposées devant nos juridictions par le CACIT et d'autres organisations. Et aussi, il y a un problème d'exécution des décisions par l'autorité togolaise, notamment quand ils sont condamnés devant la Cour de justice de la CEDEAO pour indemniser les victimes. L'État peine à s'exécuter. Ça fait déjà près de 3-4 ans que nous traînons 2 dossiers d'indemnisation de 2 victimes de torture, où l'État togolais est condamné devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et les victimes viennent toujours dans nos nuits. Pas plus tard, hier, j'en avais reçu une qui est venue et il se plaignait, il me demandait est-ce qu'il va mourir avant de se voir indemniser. Donc, c'est des choses qui font pleurer et ça fait froid au dos. Il y a l'autre qui est venue la fois dernière complètement chétive et malade et parce qu'elle est découragée, elle n'arrive plus à avoir goût à la vie. Donc, ce sont des défis que nous traversons. Et l'autre défi aussi, c'est de pouvoir aider l'État à renverser la tendance en matière de la pratique de la torture comme solution d'octroi d'aveu. Et je vous assure que dans certains lieux de détention, et dans certains lieux de garde à vue, dans certaines unités d'enquête en matière de crime, je vous assure que ces pratiques persistent et que nous recevons des cas tout le temps. Et c'est des choses qu'on ne pourra pas dire sur les antennes parce que c'est des choses très sensibles. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs cas. Si vous nous abordez au CACIT, on peut en partager avec vous, discuter et recueillir aussi les avis pour pouvoir mieux faire notre travail. Donc, nous désirons travailler en collaboration avec l'État, pas pour s'aligner sur leur politique forcément, mais pour les aider à atteindre le but qu'ils ont fixé, puisque nous avons pratiquement les mêmes objectifs, celle de faire du Togo un État sans torture, où la prévention est de mise. Et donc, il nous faut éduquer les gens, continuer par renforcer la sensibilisation, surtout au niveau des agents de l'application de la loi. À l'occasion de cette journée, quel sera le message du CACIT en guise de soutien aux victimes de torture? Oui, le message du CACIT est très simple. D'abord, nous compatissons. Nous sommes à leur côté. Nous sommes l'une des voix les plus crédibles qui parlent en faveur des victimes de torture. Et nous voulons leur dire que de ne pas être découragés, de ne pas être fatigués, que nous travaillons beaucoup pour qu'ils soient complètement réintégrés, retrouver leurs droits. Nous voulons leur dire que nous avons déjà commencé par déballer des séries d'activités. Ça va commencer peut-être le lundi. Et nous allons encore travailler sur des dossiers existants, des plaidoyers, les renforcer, travailler sur les changements systémiques surtout,
les changements structurels, l'amélioration des conditions de détention. Et toutes ces personnes qui sont dont ils ont des dossiers devant la juridiction qui peinent à décoller, nous sommes de cœur avec eux et que nous luttons pour que ces pratiques-là cessent et qu'ils retrouvent complètement leur santé et leur confiance en eux. Alors, avant de nous séparer, quel serait votre mot de fin, M. Marcus Dackla? Oui, le mot de fin que je peux dire, que nous voulons que le Togo soit un Togo sans torture et à l'orée de ces 5 ans d'anniversaire du mécanisme national de prévention de torture. Vous savez, la CNDH fête ses 5 et le MNP fête ses 5 ans. Donc, nous voulons que l'État togolais puisse utiliser ces 5 ans-là pour pour reposer sur la table les réels défis que nous avons cités, les plaintes qui sont là, non instruites, les enquêtes qui sont ouvertes, les indemnisations qui traînent à tomber, et l'ouverture totale du parquet et des juges d'instruction pour l'instruction des dossiers, et le changement des tests aussi au niveau du code de procédure pénale et au niveau du code pénal, et aussi le désengorgement des prisons, c'est très important. Le comité contre la torture a voulu qu'on ferme la prison civile de Lomé, mais ça n'a pas été fait. Et la corruption ambiante qui se trouve dans les prisons, où on prend de l'argent encore chez les visiteurs, les parents des détenus, même les détenus qui prennent de la nourriture, on prend encore de l'argent chez eux avant de rentrer dans leur cellule, entre eux-mêmes les détenus. Donc il y a plusieurs mots, et surtout la santé, qui est un réel défi. Nous prions beaucoup l'autorité togolaise qui entend toujours nos cris, et qu'ils puissent se saisir de ce dossier et pouvoir mener à bras le corps ce problème. Je crois le nouveau ministre qui est venu maintenant, le ministre Nam Tchougli, qui est mon professeur, je crois qu'il fait un bon travail et qu'il doit tenir les taureaux par les cordes, notamment sur les points que je viens de citer, pour pouvoir sortir du Togo de l'ornière de ce cercle vicieux que nous traversons, où l'impunité règne toujours encore. Monsieur Marcus Dackla, je vous remercie. Merci pour l'occasion. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écouté. Rodolphe Akare était derrière la belle vitrine. Je m'appelle Nikel Topa. Bon week-end à tous. C'était Droits et devoirs du citoyen, une émission de Radio Lomé.